Baptiste Méniel qui est là et qui va nous raconter son parcours et plus particulièrement ce qui a trait à son diplôme et la façon dont il en a optimisé un petit peu les retombées. Donc c'est particulièrement intéressant pour vous pour voir un petit peu quel exemple vous pouvez suivre et comment on peut rebondir. C'est pas une fin en soi le diplôme, ça peut être vraiment un tremplin pour la suite. Donc c'est surtout sur cet axe qu'on lui a demandé d'intervenir. Donc Baptiste, moi je suis ravie de le retrouver dans ce contexte parce que j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Et j'étais heureuse de voir qu'il était l'invité de Pierre-Emmanuel Meunier sur ce workshop autour du cuir, dont j'ai hâte de voir les résultats. Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, puisque je pense que tu vas détailler largement. Ce qui nous intéresse tous, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de t'écouter toi que moi. Donc, bonne écoute, et puis surtout... Gardez des questions pour la fin, pour pouvoir échanger avec Baptiste, parce que c'est quand même toujours des moments intéressants. On fera passer un micro. Alors, bonne intervention. Vous m'entendez ? Oui. Eh bien, merci Françoise pour cette introduction. Merci aussi Pierre-Emmanuel pour ton invitation dans l'école, et merci à l'école de m'accueillir pour ce workshop sur le cuir. Je voulais donc présenter mon travail, j'espère que ça ne durera pas trop longtemps, et à peu près 1 heure, et revenir notamment sur mon projet de diplôme à l'ENSI Les Ateliers, qui a été un moment vraiment fondateur dans ma pratique et que je poursuis aujourd'hui. C'est vrai que c'était un moment particulier, donc sur 6 mois de projet, avec 6 mois de mémoire avant, où j'ai vraiment... explorer différentes choses que j'ai poursuivies ensuite par la suite et dans différents contextes, dont des résidences. Pour me présenter rapidement, du coup, je m'appelle Baptiste Méniel, je suis designer d'objets. Bon, parfois, ça flirte aussi, enfin, ça s'échappe du design, ça va vers d'autres champs. Donc, j'ai été diplômé en création industrielle de l'ENSI Les Ateliers. Et en parallèle, j'avais fait aussi un cursus à l'ENS Cachan, qui formait à l'enseignement, où j'ai passé l'agrégation, ce qui fait que j'enseigne actuellement à l'ENSAMA, à Paris, depuis cette année. Et je suis aussi en doctorat sacre aux Arts décoratifs de Paris, qui est un programme doctoral de recherche par la pratique. Je vais tout de suite passer sur la présentation de mon diplôme et comment tout ça a débuté, d'une certaine manière. Juste avant de faire le projet de diplôme, donc il y avait eu 6 mois de mémoire à l'ENSI, où j'avais écrit un mémoire qui s'appelait L'Indien, la cabane et le coquillage, et qui portait en fait beaucoup sur la question de la marche, du cheminement et en partie du dessin aussi, qui tenait une grande part dans ce mémoire, et où je m'interrogeais en fait autour d'une question sur est-ce que le cheminement fait toujours dessin, ce qui du coup invitait à des questions autour du processus créatif, de comment se mettent en forme les choses quand on est designer et comment en fait les choses rebondissent les unes par rapport aux autres et comment on peut évoluer comme ça dans sa pratique. Et donc de la même manière que j'avais écrit mon mémoire, sur lequel je reviens pas là, j'ai engagé le projet de diplôme comme un cheminement en fait, dont les expérimentations m'amèneraient à de multiples propositions. J'avais aucune idée préconçue de ce que j'allais obtenir. J'avais, je pense, une grande envie de travailler avec la matière, à partir de la matière, et de passer énormément de temps dans les ateliers de l'ENSI avant de les quitter. Des ateliers qui m'ont été vraiment très chers, et je vois que vous en avez aussi des magnifiques dans l'école, donc je vous souhaite d'en profiter le plus possible pendant votre scolarité. Le premier chapitre de mon projet de diplôme, il portait sur la mise en mouvement du regard. Je me suis interrogé, en fait, en cherchant assez librement, par le dessin, à tenter de traduire graphiquement ce qui ferait pour moi processus.
Donc c'est des dessins qui sont un peu comme des extrusions du feutre sur le papier, où je cherche simplement, par répétition d'un même geste, à créer des formes qui se mettent en mouvement et qui gagnent leur propre autonomie. Ça donnait lieu donc à une première série de dessins comme ça. Puis une deuxième à travers des sortes de flux graphiques continus, avec des dessins qui paraissaient avoir ni commencement ni fin, des sortes de boucles infinies. Leur sens de lecture, qui n'était pas prédéterminé à l'avance, m'a invité à multiplier les points de vue et dévoiler aussi de temps en temps une sorte de potentiel figuratif, le fait de pouvoir voir comme ça des visages apparaître. Qui avait donné lieu à cette deuxième série de dessins. Donc en invitant à la circulation du regard et à la projection psychique, j'ai le sentiment que ces images ne se consomment pas immédiatement, qu'elles retiennent notre attention et qu'elles demandent en fait qu'on s'y attarde, qu'on les investisse du regard. En ralentissant l'appréhension que l'on peut en avoir, c'est comme si elles devenaient dans le même temps plus durables. Et ça, c'est une question qui m'a intéressé, que je pense d'une certaine manière cherche à poursuivre aujourd'hui. Comment une forme, on la consomme pas tout de suite du regard, comment elle peut nous retenir, capter notre attention. Donc cette recherche graphique qui a commencé par le dessin, je l'ai poursuivie avec différents médiums, et notamment aussi sur des formes beaucoup plus spontanées, toujours avec ces espèces de visages, enfin, ces sortes de dessins qui ont un potentiel figuratif, où je poursuis de manière très instinctive avec ces boucles graphiques faites à l'encre de Chine. Et certaines en fait, de ces boucles m'invitent à les réinterpréter en volume, comme ce dessin que je reproduis avec de la corde, puis ensuite de manière filaire comme ça, avec ce jonc d'acier qui décolle en fait le dessin de la feuille de papier et qui la met en espace, en fait, qui met le dessin vraiment en espace. Donc il y avait toute une recherche d'expérimentation autour de différentes boucles graphiques comme ça, à partir de dessins. Et en photographiant en fait une même boucle sous des angles de vue différents. Se reconstituer une série de dessins qui renouvellent constamment le point de vue que peut offrir une forme dans son appréhension par le regard. Donc par la photo, c'est comme si on avait aussi une nouvelle série de dessins qui arrivaient. Ça, c'était un premier chapitre, une première partie de ma recherche assez introspective, où je renforce mon intérêt pour des formes en mouvement, celle dont le dessin n'apparaît jamais vraiment comme figé, celle qui invite à tourner autour, à multiplier les points de vue. Et je mets à jour des principes qui me suivront plus tard dans ma démarche. Un deuxième chapitre s'ouvre alors sur la mise en forme par l'outil. Je reprends certains dessins que j'avais déjà réalisés au feutre, et je change d'outil en utilisant une brosse qui me permet de les dessiner sur des formats qui vont être plus grands et du coup de gagner en espace. Donc je dessine ces formes à la brosse, puis ensuite très vite avec un balai de manière beaucoup plus grande sur des fonds photos en fait, que je récupère, qui sont utilisés à l'ENSI, qui sont jetés, et je les récupère pour en faire des grands formats. Et donc il y a ces nouvelles boucles graphiques dessinées à l'encre de Chine et avec ce balai qui permettent aussi de changer d'échelle et qui favorisent, je crois à ce moment-là, et c'est ça qui m'intéresse dans le fait d'utiliser un outil plus grand, un investissement qui soit plus important de notre part. On s'en rend peut-être moins compte là, mais c'est donc des dessins qui vont quasiment du sol au plafond, et quand on est face à eux, on a presque l'obligation de devoir les investir physiquement, puisque si on veut suivre cette boucle graphique, on est obligé de lever les yeux et de les baisser, et ça, je trouvais ça assez fort d'engager ça de la part de la personne qui observe ces formes. Et puis, pour aller encore plus loin, l'envie de dessiner avec un autre outil dans une carrière de silice à Fontainebleau au râteau, ces formes
un dessin qui n'a pas pu être terminé malheureusement, puisque j'ai dû partir en étant viré de la carrière. Donc je réalise à quel point l'outil influence le geste et le dessin, et assez naturellement arrive la question de créer ses propres outils à dessin. Ça, je me souviens assez bien de ce moment-là à l'ENSI, assez tard le soir, où donc il y avait l'idée de se dire qu'au lieu d'avoir des gestes répétés qui permettaient de mettre en volume la forme, le fait de le faire directement en un seul geste et à partir d'un même outil. Ce premier outil-là, il est fabriqué à partir d'éponges ménagères qui sont agglomérées entre elles, donc des éponges pour faire la vaisselle, et qui sont usinées et contre-collées contre un morceau de bois. Et donc à partir d'un cercle comme ça, pouvoir commencer à dessiner du tube. Je me rends compte qu'en fonction du geste que j'effectue, de sa rapidité, de la rapidité de la trajectoire, du mouvement même en fait de l'outil, comme avec ses effets de cisaillement, on a une transcription graphique du mouvement. Qui appelle aussi à certains matériaux, et ça m'intéresse beaucoup, puisque étant designer d'objets, je pense que j'ai toujours le souci de me dire comment ces dessins-là, ils peuvent devenir ils peuvent sortir justement de la feuille de papier et devenir des objets, et donc ces dessins-là peuvent être matérialisés. Donc ça appelle certains matériaux. Je constate que le dessin superpose dans un mouvement commun le geste à la forme, et la forme ici devient un geste. Je réalise alors un ensemble de formes simples, pleines ou creuses, pour étendre et déployer le potentiel de cette technique. Puis j'essaye de rentrer aussi plus finement sur comment gagner une appréhension du volume en imbibant l'outil d'une certaine manière, de façon à avoir des dégradés et que la perception du volume soit augmentée. Et surtout, je les pense dans un premier temps au sein de ma démarche, où je vais les tester. Je me surprends en fait en les testant, en voyant ce que ça produit. Et c'est aussi assez plaisant en fait de voir qu'il y a des choses inattendues qui se passent sur la feuille de papier. Chaque outil, par sa forme particulière, engage des formes différentes. Mais très vite, il y a aussi la question de mettre ces outils-là dans d'autres mains, et ça, c'est toute une partie que j'explore aussi dans ce diplôme à l'ENSI, en les donnant à d'autres designers, en l'occurrence ici Léonore Comte, qui est designer graphique et qui s'approprie ces outils. Donc je lui ai fait tester. Elle va travailler pendant ici une après-midi en produisant des signes qui relèvent du langage typographique. Jérémy, qui est designer et danseur, qui fait sortir les outils de la gestuelle que moi j'avais prédéfinis dans quelque chose qui peut être beaucoup plus performatif. Et c'est vraiment intéressant de voir ces outils-là dans d'autres mains. C'est complètement nouveau, c'est des utilisations que j'avais pas du tout anticipées, et du coup ça donne aussi des choses graphiquement qui sortent du langage que moi j'avais prédéfini, et ça me plaît beaucoup. Je me rends compte aussi que ces outils ils trouvent leur propre autonomie, que ce sont des objets à potentiel qu'il convient à chacun d'apprivoiser. Je passe tout un temps en fait durant le diplôme à les explorer en créant différentes formes et en testant différentes choses. Là, c'est l'idée en fait que les outils pourraient être utilisés un peu comme des axonométries et qu'on pourrait de penser leur forme de manière à ce que ça dessine presque déjà des tasseaux de bois, donc des formes qui existent déjà dans l'industrie. Et des assemblages du coup aussi de ces formes entre elles au sein même du dessin. C'est là qu'arrive cette deuxième série d'outils où il y a d'autres échelles d'outils, des formes qui sont plus diversifiées mais qui restent toujours assez simples et basiques.
Je dessine ce set d'outils à dessin et il constitue une base en fait, qui va pouvoir s'augmenter au fil du temps. Chaque outil, c'est un bois multipli fraisé sur lequel est contrecollé un feutre qui permet d'imbiber l'encre. Et le feutre, en fait, lui, répond bien à la capacité, justement, qu'il peut y avoir d'imbiber l'encre pour le transposer ensuite sur le papier. Donc, dans cette deuxième phase de ma recherche, je saisis l'importance que peut avoir l'outil dans sa relation au geste lors de la production de forme. Je cherche à capter le mouvement dans son action la plus directe. Et les outils que je mets en place tendent, par le volume qu'ils créent, à raccourcir le passage du dessin à l'objet. S'ouvre au moment du diplôme et en parallèle à tout ce travail de dessin, un travail sur une matière physique, sur des tubes, en l'occurrence PVC. Donc j'aborde une autre phase d'expérimentation par la matière, où je cherche à mettre en forme, à avoir le potentiel de ces tubes thermoformables qu'on peut venir du coup chauffer et former pour leur faire prendre d'autres formes que celles qu'elles ont d'habitude. Donc c'est une matière qui devient souple quand elle est chauffée, ce que je disais, et en la manipulant, en la déformant, je cherche à réinterpréter aussi les premières formes que j'avais pu faire en dessin, en volume. Je m'amuse aussi à les superposer entre elles, à voir ces espèces de visages qu'elles sont susceptibles de dessiner. Et aussi assez rapidement, je change d'échelle avec un processus de forme qui est assez identique à celui que j'utilisais pour les petites formes qu'on vient juste de voir, mais avec des tubes qui sont du coup plus gros. Et le process consiste à aplatir le tube, à le fondre en deux dans sa longueur, et puis à le recourber sur lui-même. J'obtiens des figures un peu à l'image du rebond de Möbius. Chaque tube ouvre un ruban dont on se demande où est le dessus et le dessous. Et ce qui retient aussi mon intérêt là-dessus, c'est sur le fait qu'on voit un peu ces visages se dessiner, enfin, une sorte de figure anthropomorphique arriver. En plus des outils à dessin, un des pans du diplôme sont ces figures qui n'ont pas d'usage, qui sont simplement des sortes de totems comme ça, qu'on peut investir aussi, pareil, psychiquement, les regarder, y projeter des choses, y projeter des figures humaines. Donc au cours de cette expérimentation, je cherche à rentrer dans le flux du matériau. La matériau, en fait, semble contenir un potentiel formel que je cherche à révéler. Derrière ça, il y a l'idée que la matière pourrait avoir un peu son propre dessin et que quand on arrive à rentrer dans son flux, on peut, je sais pas, révéler le dessin d'un matériau. En l'occurrence, là, pour ces tubes de plastique, quand on les chauffe, voilà, ça révèle des tensions issues aussi de leur processus industriel. Quand c'est des tubes extrudés, le fait de les chauffer, ça les réexpanse. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui m'intéressent derrière. Un dernier chapitre est autour de ce que l'on projette dans la matière. Il y avait donc ces formes libres sans usage qui étaient, on peut dire, des sculptures, mais à partir de premières petites expérimentations que j'avais fait dans le chapitre juste avant, l'idée de passer à une échelle qui peut être plus importante avec voilà, des volumes qui peuvent être plus à taille humaine, dans lesquels on peut projeter certains usages comme une assise, une fontaine ou pourquoi pas des haut-parleurs. Donc je choisis de poursuivre cette expérimentation par la matière avec différents modes d'assemblage. Des pièces de jonction qui sont en fait toute une boîte à outils pour moi après pour penser du mobilier potentiel. Enfin, il y a toujours cette idée derrière qu'il peut y avoir des objets à dessiner à partir de toutes ces expérimentations-là. Un exemple de jonction faite à partir de tubes, toujours. Je cherche aussi à utiliser les capacités intrinsèques de la matière. En l'occurrence, le tube de PVC a une forme de souplesse et de résistance qui me permet de travailler sur des objets assez simples comme ces pinces. Juste des pinces comme ça, où le PVC est juste utilisé pour créer la tension.
et des petits morceaux de chambre à air qui servent d'élastique. Donc je fabrique différents systèmes d'articulation. Des interrupteurs, des variateurs, d'autres pièces, telles que des réflecteurs, qui permettent d'orienter le flux lumineux. Je mets aussi en place des principes de rotule. Alors, il faut savoir que toutes ces premières expérimentations-là, elles sont faites à partir de choses que j'ai sous la main à l'ENSI à ce moment-là. Il y a des tubes de PVC qui traînent dans l'atelier, des chambres à air usagées, et j'achète juste des petites billes de bois, voilà, mais c'est vraiment, il y a ce côté très low-tech finalement, d'utiliser aussi ce que je peux avoir là sous la main pour pouvoir réaliser ces premières expérimentations. Il y a toute une série de rotules sur laquelle je vais passer un peu plus rapidement. Je réutilise aussi certaines formes que j'avais fait avant, les petites formes vertes, et j'y insère une rotule, et en fait je vois que ça peut... Enfin j'y insère, ouais, du coup cette pièce en bois qui me permet d'avoir une rotule sur 2 axes, à partir d'une pièce que j'avais pas pensé comme ça. Donc c'est aussi tout un jeu avec les maquettes qui sont sur le bureau, et comment on peut les assembler entre elles. Donc tout ça, pour l'instant, ça reste du PVC peint, qui est un matériau qui est assez facile à usiner, à mettre en forme pour de la maquette. On a différentes propositions de rotules. Et à partir de tout ça, en fait, je me demande ce que ce processus-là peut produire, et la volonté d'emmener ces expérimentations-là vers de l'objet d'usage. Donc dans toutes ces orientations, en fait, je vais extraire trois pièces d'assemblage, une charnière souple qu'on a vue tout à l'heure, cette rotule à 3 bras, et puis cette pièce de jonction en forme de U qui permet de faire tourner une pièce autour d'un tube. Parce que tous ces objets-là sont faits à partir de tubes, qu'il y a ces questions d'assemblage, de mouvement, je pense assez rapidement à des lampes articulées, et chacune de ces pièces de jonction, je vais les réinvestir dans 3 lampes qui seront du coup 3 lampes articulées pour mon diplôme. La première, qui avait été pensée plutôt comme ça, comme une forme de trépied, je la retourne sur mon bureau, et je me dis qu'en fait, au lieu d'être des pieds, ça pourrait être des bras articulés, des bras lumineux, qu'on va pouvoir vraiment voilà, ajuster autour d'une table ronde pour avoir un flux lumineux qui peut être différent, éclairer certaines zones en particulier. Donc ça, c'est une des premières lampes. La deuxième repart du principe de charnière dont je parlais, de charnière souple. Donc c'est une lampe qui a un contrepoids à l'arrière, et on va le voir là. Donc en gros, c'est un bras lumineux qu'on vient clipser sur cette charnière souple. Et quand on laisse glisser, quand on fait glisser le tube lumineux le long de sa charnière, on a une inclinaison différente de la lampe, puisque en fait ici on a un contrepoids qui est inséré dans le tube d'aluminium, ce qui permet que cette partie-là soit beaucoup plus lourde que le reste, et c'est vraiment ce tube qu'on vient faire glisser le long de cette pièce. Un tube qu'on peut, enfin un tube lumineux qu'on peut aussi déclipser, et que je projette pouvoir être mis contre un mur et que le mur puisse servir de réflecteur. Pour ce qui est de l'ordre de la pince de la lampe, je repuise en fait dans les premières expérimentations que j'avais fait en PVC, et l'aluminium réagissant d'un point de vue de la déformation de la même manière que le PVC, je transpose du coup tout ça à un autre matériau, l'aluminium, qui est aussi plus durable,
Enfin, pour plein de raisons, des raisons écologiques bien sûr, mais aussi voilà, il y a une pérennité dans le temps qui est plus importante pour ce métal que pour le plastique. Et sur certaines pièces, je vais travailler avec un repousseur qui va permettre d'écarter certains tubes. C'est ce qu'on va voir juste après. Ça, c'est la troisième lampe, qui est une suspension. C'est les premières recherches faites toujours en PVC. Cette suspension, donc, elle s'articule autour d'une pièce de jonction en forme de U. C'est à partir de cette pièce-là qu'est dessinée toute la lampe. Donc ça, c'est voilà, des choses faites directement à l'atelier à partir de tubes d'alu. Là, c'est les pièces dont je parlais, faites par le repousseur, qui permettent d'écarter en fait un tube, du coup de jouer sur ces pièces de jonction, par exemple avec la partie lumineuse. Et donc là, on a un bout de la lampe avec cette pièce de jonction en forme de U qui va permettre de faire pivoter un réflecteur autour d'un tube de lumière et donc de faire varier aussi le flux lumineux, soit en l'envoyant directement vers le mur, soit en projetant la lumière sur une table. Donc ça, c'était 3 lampes de mon diplôme. À partir de là, donc, je suis diplômé de l'ENSI et il y a la furieuse envie de continuer à réaliser, enfin, à poursuivre ce qui a pu émerger durant ces 6 mois, à aller plus loin encore. Le plus simple pour moi à ce moment-là, c'est de dessiner. J'ai plus les ateliers de l'ENSI, j'ai plus la possibilité de travailler autrement que le dessin. Et le dessin, c'est un merveilleux outil d'autonomie puisqu'il y a besoin juste d'avoir du papier et un médium et vous maîtrisez de A à Z la production de ce que vous faites. Et ça, c'est assez merveilleux à ce moment-là puisque ce serait beaucoup plus compliqué. Enfin, on le sait tous, créer un objet, ça prend beaucoup de temps si on veut le faire bien. Et donc, ça me permet d'aller très vite et de garder cette dynamique de production. Donc, je commence à utiliser à juste reprendre les outils de mon diplôme et à me dire, voilà, comment je peux en tester le potentiel. Donc, il y a différentes séries de dessins qui arrivent, celle-ci qui est faite à partir d'un outil en forme de T, ou celle-là à partir d'un tube. Des motifs aussi commencent à apparaître. J'essaye de mettre en évidence des choses très basiques, comment à partir d'une forme d'outil, avec 6 gestes différents, je peux avoir 6 formes différentes à la fin. Donc là, c'est vraiment ça, c'est le même outil, 6 gestes, et se révèlent des choses différentes. Je vais tester au maximum le potentiel de ces outils, même si je ne révèle pas tout, mais on voit là que je reviens à ces questions de comment je pourrais représenter une articulation souple, comment en assemblant 2 outils que je trompe dans des angles différents, je peux avoir des questions d'imbrication qui arrivent, comment par geste répété, il y a cette question du mouvement qui pourrait se révéler et apparaître. Ou là, avec juste 3 gestes et un même outil, cette question d'un visage qui réapparaîtrait. Des papiers différents, là c'est un papier glacé, on a un mouvement qui est beaucoup plus fluide de l'outil, alors que là on voit bien que l'encre est imbibée par le papier, et du coup on a quelque chose qui est beaucoup moins fluide, mais voilà, j'essaye de vraiment réfléchir à toutes ces potentialités-là, et à changer certains paramètres. Mais vu qu'il y avait ces outils cercles et tubes qui arrivaient très vite, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas essayer de caler la forme de mes outils sur des formes qui existent déjà et sur des formes de produits semi-finis existants. Donc des profilés extrudés aluminium, des briques extrudées, des tubes PVC, repuiser en fait dans ce répertoire incroyable qu'il y a dans l'industrie pour les réinjecter dans la forme de mes outils. Là, c'est une petite parenthèse sur une vidéo qui montre ça justement et que j'ai réalisée dans le cadre de la web-série Mon œil du Centre Georges Pompidou. Il y en aura plusieurs dans ma présentation, où j'essaye de vous montrer le parallèle entre mes outils à dessin et ces briques et comment les deux communiquent entre l'objet et l'outil.
Donc en fait, à chaque fois, j'ai une collection qui n'est pas énorme, mais de briques extrudées que j'ai redessinées et que j'ai reprises en... Comment dire? Enfin, que j'ai reproduit des outils à dessin qui ont exactement la forme de ces briques-là, en essayant de forcer au maximum le parallèle qu'il peut y avoir entre l'objet, donc matériel-là, et le dessin. Dans l'utilisation de ces outils à dessin et cette pratique qui est quasiment quotidienne, arrive aussi la question du motif qui n'avait pas été trop présente au moment du diplôme. Et donc je m'exerce à partir d'un même outil à trouver différentes possibilités de dessiner des patterns. Un travail qui me conduit en fait à travailler avec Déjà Vu. Déjà Vu Paris, qui travaille sur une gamme d'objets liés à Paris et où il me demande de réinterpréter le motif de la vermiculure qu'on peut voir sur certaines facettes parisiennes. C'est cette espèce de creusement en forme de vers de terre qui s'imbrique. Donc je propose plusieurs propositions, c'est comme celle-ci, de planches de motifs. C'est à ce moment-là aussi où arrive un travail qui sera sur d'autres types de papiers, des papiers glacés, pour avoir des mouvements qui sont plus fluides, et aussi un travail de composition du motif. Et donc l'objet, mais d'emblée, ça va être de travailler sur un carré, enfin c'est un motif pour un carré de soie, ce que j'ai pas précisé là, et qui sera sérigraphié à la main par un Benoît Coulpier, qui a un atelier à la Croix-Rousse et qui a un savoir-faire assez extraordinaire sur ses impressions sur étoffe. En particulier, il travaille sur ses propres couleurs, il a vraiment un travail très exigeant, et on peut ensemble aboutir, et avec Déjà Vu en particulier, aboutir à ce carré de soie-là, en deux coloris, donc en étant orangé, ou donc le jour et la nuit, et en bleu plutôt foncé. Je vais essayer de passer rapidement là-dessus pour pouvoir montrer d'autres choses, mais donc ça c'est un travail que j'ai poursuivi après. Donc Luc, Fanny et Axel de Déjà Vu m'avaient présenté Benoît, avec qui il y a une sorte de connivence dans le travail, et donc la volonté de poursuivre un travail ensemble, mais qui aille plus vers de la recherche et qui soit moins projeté vers un objet déjà très fini, terminé, comme pouvait l'être le carré de soie. Donc on se revoit et on passe 3 jours de recherche dans son atelier, où là je comprends aussi beaucoup plus ses méthodes de travail, puisque je suis présent durant les 3 jours, où c'est une sorte de mini-résidence où je suis avec lui. Je vois comment il produit ses couleurs, on voit aussi comment on peut détourner certaines bandes utilisées, que lui utilise comme outil pour ses racles quand il sérigraphie. On essaye de voir comment on peut les détourner pour les emmener vers des outils que j'utilise. Et donc c'est un travail assez expérimental directement de dessin sur la soie. On essaye de retrouver certaines vibrations qui m'intéressaient sur des dessins sur papier, des dessins directement sur le cadre. Là, c'est Benoît en l'occurrence. Le décalage aussi léger de la trame au sein même du motif, puisque en gros moi je dessine sur le cadre de sérigraphie, ça transperce le cadre, mais lui après vient rajouter un fond, ce qui permet de faire vibrer la forme sur la soie. Et donc comme ça, ensemble pendant 3 jours, on va ricocher d'un carré à un autre, en utilisant le cadre dessiné et sa forme fantôme, et comment les deux peuvent dialoguer ensemble.
Là, il y a tous ces gestes aussi qui sont assez incroyables. Enfin, c'est vraiment un savoir-faire qui est assez exceptionnel, dont il est d'ailleurs un des derniers à cette échelle-là à le perpétuer. Donc, il travaille avec cette gomme arabique et il vient mélanger lui-même ses couleurs. Donc, on travaille aussi vraiment beaucoup sur les couleurs en essayant de se rapprocher de celles que j'utilise dans mes dessins. Je vais passer rapidement. Bien. Donc là, c'est ce que je disais par rapport à la forme fantôme, c'est qu'on a le dessin en rose, là, il est vraiment, enfin, je le dessine à même le cadre, et puis ensuite, lui, il va déposer un fond, et en fait, sur le cadre, quand il enlève, il reste un peu d'encre, et c'est cette encre-là qu'on va utiliser pour faire le deuxième, pour faire ce dessin-là, ce carré-là. Et donc, on a le fantôme, le dessin fantôme de celui qu'il y a eu juste avant. Et ça nous intéresse bien, et c'est quelque chose qu'on continue à développer en ce moment. Essaye de voir le temps. Je vais passer cette vidéo. Donc, voilà, je continue toujours à explorer ces outils à dessin-là sur des principes de composition avec différentes ellipses qui permettent de vraiment avoir cette perspective. Jusqu'à présent, j'utilisais surtout des cercles, et là, le fait d'utiliser des ellipses, bah, ça crée une sorte de creusement de la feuille de papier où on voit déjà les formes qui apparaissent en perspective. Il y a tous les jeux de transparence aussi dans la composition, des formes entre elles et des gestes entre eux. D'autres essais avec des outils qui se déforment et sur lesquels je reviendrai plus tard. Ces questions de saccade du geste, et puis des dessins qui vont être beaucoup plus importants avec des outils qui ont un diamètre aussi plus conséquent, qui posent d'autres questions sur le fait de les réussir. Là, c'est quelque chose d'assez récent que je voulais montrer, puisque ça ouvre une autre voie autour de ces outils à dessin là, liés à l'échelle de l'architecture que j'avais pas exploré jusqu'à présent. Dans l'idée toujours d'utiliser des formes de produits semi-finis existantes, je fabrique des outils qui ont la forme de bac acier ou de tôle ondulée. Et j'essaye de voir comment, par gestes successifs, je peux construire mon dessin un peu comme je construirais une cabane. J'ai pas du tout de forme prédéfinie en tête quand je les compose, et c'est vraiment les gestes successifs entre eux qui vont dessiner une sorte d'architecture qui va apparaître progressivement. Je précise que ça aussi, c'est une vidéo qui a été faite dans le cadre de Mon œil, la web-série du Centre Georges Pompidou.
Donc voilà, le dessin s'arrête là, mais en même temps, il pourrait toujours continuer. Enfin, on peut vraiment imaginer, comme je disais, un dessin à l'image d'une cabane qui va toujours se poursuivre et qui peut toujours s'augmenter. Enfin, ces formes-là sont pas trop anodines non plus. C'est bacacier, c'est tôle ondulée, parce que c'est un moment aussi où je passe pas mal de temps à regarder des vieux catalogues de matériaux américains, de tôle ondulée, de modes d'assemblage, parce qu'il y a tout ce type d'architecture vernaculaire qui est très présent aux États-Unis et pour lequel j'ai une sensibilité. Et donc c'est comme ça qu'arrivent ces outils. Bon là c'est un outil plus petit format, mais j'en avais aussi fait en plus grand. Et toutes les vibrations qu'il peut y avoir au fil du geste qui rappellent aussi de manière assez évidente le matériau. Et ensuite, c'est tout un jeu d'assemblage des gestes entre eux qui forment des sortes de bâtiments comme ça. Et donc, j'en fais aussi, c'est toujours un travail de séries successives, donc une série plutôt liée à l'échelle de l'architecture. Je pense que je m'arrêterai là-dessus après pour qu'on ait le temps de discuter ensemble, mais c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps en ce moment et pour lequel j'ai énormément de plaisir à faire. Il y a eu très vite du coup l'envie aussi de matérialiser certains dessins et de les projeter en fait dans de la matière. Il y a tout ce jeu de transparence dont j'ai pu parler et qui invitait assez naturellement à pouvoir aller vers certains matériaux comme le verre, plus le fait que ayant produit des outils qui ont la forme de produits semi-finis, j'avais produit des outils qui avaient la forme de poutrelles IPN, UPN, qu'on pouvait commencer à assembler entre elles. Et se dire par le dessin, enfin cette intuition-là, qui arrivait par le dessin, de se dire que ces poutrelles pouvaient servir de moule pour souffler du verre. C'est des dessins que j'avais envoyés lors de ma candidature à l'appel à projet lancé par le CIRVA, qui est le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, en 2018, donc ça fait un moment maintenant, pour entrer en résidence là-bas. Donc voir comment différents agencements de poutrelles entre elles pouvaient permettre de créer des moules qui laisseraient arriver des formes différentes. Et donc j'ai eu la chance d'être lauréat de cet appel à projet. Et je suis d'ailleurs toujours en résidence en ce moment au CIRVA, même si ça touche plutôt à sa fin. Et donc on a commencé en fait dès cette première semaine sur des choses très basiques en allant chercher des poutrelles dans des décharges à Marseille et puis assez rapidement chercher à souffler dedans, voir ce que ça laissait apparaître. Là c'était vraiment les tout premiers essais il y a 2 ans. À partir de poutrelles qui n'étaient pas vraiment choisies, sur des formes qui restaient quand même très basiques. C'est bon ? Ouais, c'est bon, nickel. Merci Rafik. Ouais, c'est bien. Oh, bien. Puis assez vite, je vais chercher à vraiment configurer des moules particuliers à partir d'ici de poutrelles UPN. Donc par exemple donc ça c'est un moule où on a 8 sections de poutrelles UPN qui sont assemblées entre elles et qui forment un côté, 2 côtés, 3 côtés et 4 côtés du moule. Donc c'est un moule qui va s'ouvrir comme ça en 4 parties, dans lesquels les souffleurs de verre vont pouvoir souffler l'apparaison de verre, donc la bulle de verre. Je peux pas préciser, mais que donc David et Fernando, qui sont tous les 2 souffleurs de verre au CIRVA, ils sont incroyablement compétents, d'ailleurs au-delà d'être sympas, et ils ont un savoir-faire qui est juste incroyable, ce qui permet aussi de sortir des pièces toujours plus grosses, toujours plus importantes, et de les challenger, et donc d'aller vers ce type de forme-là, sur lequel je vais passer plus rapidement. Mais donc il y a tout un jeu de variations autour du moule.
Et donc de soufflage de verre dans ces moules, dont certains ici sont impossibles, mais j'aimais bien l'idée de pouvoir les montrer quand même. Le troisième moule, par exemple, il est pas, on peut pas souffler dedans puisque il est trop étroit au milieu et donc la bulle de verre peut pas être insérée. Et donc je remonte juste quelques images de process puisque bon, c'est tout un travail sur la question du moule et du processus de soufflage au sein de ces moules. Donc là, on voit l'ouverture de la forme une fois qu'elle est soufflée. À chaque fois, les formes ensuite vont être usinées, coupées. Je n'ai pas précisé aussi, mais il y a énormément de casses, parce que c'est des pièces qui sont très exigeantes, donc il y a beaucoup de moments aussi où ça marche pas, où juste ça pète, puisqu'il y a... Enfin, on pourrait passer énormément de temps à en discuter, mais avec le verre, c'est travailler avec deux choses. C'est travailler à la fois avec la gravité, puisque c'est pour ça que les souffleurs actionnent toujours leur canne, sinon la forme va tomber. Et c'est aussi travailler avec la question du choc thermique. Il suffit que le moule soit trop froid et le verre va casser, puisqu'il se refroidit trop vite et il a un choc, donc il pète. Donc si la forme n'est pas libérée assez vite du moule, bah, elle peut casser. Mais pour aller... je ne sais pas si c'est l'essentiel, mais à une forme de résultat, il y a eu l'arrivée de ces trois premières formes de cette série donc UPN, avec trois hauteurs différentes, trois couleurs différentes et trois formes différentes. Il y avait bien sûr une forme de maîtrise de ce qu'allait pouvoir donner les moules mis en forme, mais quelque chose que je n'avais pas du tout prédit au départ, c'était les variations d'épaisseur qui pouvaient courir au fil, enfin sur l'épaisseur de l'objet. Par exemple, ici on est beaucoup plus épais que là, et du coup ça crée aussi dans le dessin de l'objet une forme de plein et de délié comme si on dessinait à la plume. Et ça m'intéressait beaucoup, même si je n'avais pas du tout prévu au départ. D'un point de vue technique, c'est dû au fait que la bulle de verre, du coup, elle est soufflée au centre du moule, et donc le verre arrive plus vite sur ces côtés-là, ici, et beaucoup moins vite là. Et donc, pour qu'il arrive ici, il s'affine beaucoup plus. Et c'est ce qui fait qu'on a cette ligne au contour variable qui crée un rythme aussi à la pièce et qui, d'ailleurs, témoigne d'une production qui est aussi artisanale, qui est pas industrielle. Et donc aujourd'hui, comme je disais, cette résilience continue, on est dans une phase de production avec de nouvelles formes et un certain nombre de formes supplémentaires. En parallèle de ces objets qui, eux, sont quand même hyper exigeants et très complexes, il y avait la volonté de mon côté de travailler sur un objet, on va dire ça comme ça, plus simple, même s'il reste pas évident, qui était une carafe soufflée dans un moule fabriqué à partir de 2 IPN. Donc c'est cette espèce de moule gaufrier qu'on va venir fermer autour de la bulle de verre et qui permet du coup de dessiner cette carafe qui ensuite est recoupée à froid. Là, j'ai eu volontairement aussi de ma part, par la photographie, le fait de jouer sur l'ombre portée du verre et donc retrouver cette notion de dessin qu'on pouvait voir avant, qu'on peut voir ici, ou là, enfin vraiment le fait de favoriser le lien qu'on peut faire entre l'objet et son dessin et créer cette espèce d'écho perceptif qu'il y a entre les deux, où le dessin nous renvoie à l'objet, l'objet au dessin, et à la fois ils sont très différents et en même temps ils se répondent. Il y a eu beaucoup un travail expérimental assez important qui a été fait sur différentes de soufflage dans d'autres types de moules, notamment des tôles ondulées, ce qui renvoie aussi un peu au dessin de construction de tout à l'heure. Donc cette forme-là, elle est soufflée dans une tôle ondulée de toiture qui est recourbée sur elle-même, dans un moule qui a été structuré avec différents tubes, qui est chauffé donc, par rapport à la question du choc thermique dont je parlais tout à l'heure.
et dans lequel, là en l'occurrence, David vient insuffler la paraison de verre. Là, je montre juste la libération de la forme. Hop. Qui reste. Un axe que j'ai pas vraiment poussé, mais que je montre à la fin de ma présentation, mais que j'ai plutôt développé au début de ma résidence, c'est le fait de retravailler à partir de déformations sur des cylindres de verre. Ça renvoyait un peu à mon projet de diplôme de l'ENSI où il y avait ces déformations de tubes PVC et l'envie de travailler sur des cylindres de verre qui pourraient être déformés par certains outils et peut-être voir affleurer certains usages aussi. Donc comment par un par un ciseau comme ça on peut refermer le cylindre à chaud et voir un bec un peu se dessiner. Une autre carafe qui d'ailleurs a été réalisée avant celle que j'ai montrée. Et puis ensuite par le dessin, essayer de se dire mais comment je peux dessiner ces déformations-là. Jusqu'à présent mes outils il ne me permettait pas de créer de déformation, c'est-à-dire que je commence avec un cercle et je finis avec un cercle, et là l'idée de se dire mais je pourrais commencer avec un cercle et au fur et à mesure du geste déformer mon dessin. Et c'est comme ça qu'est arrivé, à partir de ces premières formes en verre soufflé de cylindres transparents déformés, un travail sur un autre outil qui permettait de générer des déformations et qui a donné lieu à cette série de dessins-là. Donc le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Et donc ça, il y a eu deux temps en fait. Le premier temps, c'est ces formes ici en verre transparent. Ensuite, un travail sur le dessin. Puis ensuite, un ricochet où j'ai repris certains de ces dessins-là et je les ai donnés à David et Fernando pour qu'eux en aient leur interprétation. Et donc là, en gros, le dessin est affiché dans l'atelier et Fernando, lui, va travailler à partir de ce dessin-là pour en donner une interprétation où moi j'interviens très peu. Ça m'intéresse justement de voir comment il arrive à en lire un volume alors que chaque dessin est un unique geste. C'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais là, à chaque fois, un dessin, c'est un geste. Et je m'arrêterai sur ces derniers événements qui m'ont permis de montrer un certain nombre de choses faites ces dernières années, finalement, depuis le diplôme de l'ENSI. En particulier l'exposition Pirouette qui a eu lieu en septembre à Photokino à Marseille, à l'invitation de Vincent Tussette-Andrès, qui est directeur de Photokino, et qui nous a proposé avec Jean-Simon Roch, Marion Pinafo et Raphaël Puvinage de faire résonner nos travaux au sein d'un même espace. On pense, qui nous a invités aussi parce qu'on a tous les trois, Marion et Raphaël travaillent ensemble, donc on était 4 designers mais 3 entités. On a tous les trois une recherche au long cours où parfois le processus peut être plus important que l'objet fini. Et au lieu de présenter chacun nos petites recherches dans un coin de la galerie, on s'est dit qu'on allait les réunir au sein d'une scénographie qui est cette espèce de plan vertical qui se courbe, ce plan vertical qui se courbe en un plan horizontal sur laquelle on a découpé une grille et qui nous permettait du coup d'agencer différents éléments. Donc là, il y a à la fois des ça, c'est le travail de Marion Raphaël où ils ont travaillé sur des petits mécanismes qui s'activent avec du sable. Il y a des objets en bois cinétiques comme ça qui par le mouvement bougent. Ça, c'est Jean-Simon, tous ces travaux qui sont faits en bois. Et vraiment d'essayer de créer des ricochets dans nos pratiques respectives. Et moi, c'était aussi l'occasion à ce moment-là de pouvoir, au sein même de ma pratique, réaliser ces échos-là entre les formes dont j'ai parlé tout à l'heure et certains dessins, et de voir aussi comment on peut les associer. Bon, il y avait aussi des premières expérimentations montrées en pâte de verre, c'est la photo de droite, qui se poursuivent en ce moment sur d'autres objets. Là, c'est vraiment, c'était plutôt une recherche de couleurs en pâte de verre sur cette forme très standard
de l'UPN, et là on travaille sur des variations de forme qui sortent de ce côté plus basique de l'UPN. Et puis toujours, enfin là c'était aux journées portes ouvertes, aux journées européennes du patrimoine du CIRVA, où j'ai eu la possibilité de faire une installation de ce travail-là, des formes en résonance avec les dessins, des formes soufflées en résonance avec les dessins, ou à la Nuit Blanche Mayenne, où il y a toujours cette envie de mettre en résonance objets et dessins, et de participer à ce que je disais, d'une forme d'écho perceptif entre les deux. Et je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'il est déjà 19h04. Et bah, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Bonjour, déjà merci. Bonjour. Et au niveau de ce concept de pinceaux, du coup, qui peuvent changer de forme et créer un objet en 3 dimensions directement sur un mouvement, oui. Est-ce que vous avez pu réfléchir ou lancer une utilisation? Parce que comme on a pu le voir, vous avez juste donné l'objet à l'artisan, enfin la feuille, le dessin à l'artisan, qui lui a directement pu créer un objet qui correspond quasiment exactement à ce qui était représenté sur la feuille au final. Est-ce qu'il n'y a pas une utilisation plus large à en réfléchir, enfin à en tirer, et une possibilité d'utilisation plus générale? Vous pouvez juste créer un objet directement, en créer une vingtaine, et puis l'envoyer directement à l'artisan ou au technicien pour qu'il puisse le concrétiser. Et est-ce que ça ne peut pas être utilisé sur une plus grande échelle? Je veux dire, créer un outil qui soit fait pour ça, qui puisse être donné à d'autres designers. Oui. Et généraliser. Du coup, la question porte sur comment ouvrir cette utilisation des outils à d'autres designers ou, Ouais. Bah ça, c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais surtout exploré durant mon diplôme, que j'ai moins exploré après. Aussi parce que je dois admettre que j'avais envie déjà de m'en emparer et d'en tester le potentiel. Et aujourd'hui, sous d'autres questions, justement, d'édition de ces outils à dessin-là, en particulier avec Photokino, on travaille à justement rendre disponibles ces outils et rendre leur utilisation plus large. Après, je pense que je ne sais pas si j'ai compris toute la question, mais pour ce qui est de la matérialisation de certains dessins par la matière et ce côté très direct, je pense qu'il y a le souhait d'être assez graduel au fil de la démarche et de complexifier progressivement les choses. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai toujours cherché à, entre guillemets, pas mettre la charrue avant les bœufs et me dire que oui, il y avait un dessin qui pouvait être transformé en objet et déjà ça le faire pour ensuite passer à autre chose et rebondir comme ça. Donc je crois aussi, j'espère qu'il y a énormément de choses à faire encore. Et pour l'instant, j'ai ouvert ces voies-là et c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire encore. Bonjour. Bonjour. Oula, il y a de l'écho. Ce qui est génial dans votre travail, c'est qu'on voit que vous travaillez sur un carré de soie, donc vous êtes plutôt sur de la planéité. Vous avez travaillé avec des souffleurs de verre, donc vous travaillez plus sur le volume. Et est-ce que prochainement vous travaillerez sur de la vidéo ou quelque chose qui peut continuer à approfondir cette approche de la forme? Et de la vidéo, c'est-à-dire ? Je sais pas, travailler avec des logiciels sur un ordinateur. Ah oui, de manière numérique autour de ces principes-là. Oui, c'est des choses auxquelles j'ai pensé. Enfin, il y avait la question, par exemple, toute simple de pouvoir mettre ces outils-là, les accrocher à une CNC et de pouvoir dessiner avec et du coup de pouvoir les diriger numériquement. C'est une voie que j'ai jamais souhaité prendre parce que ça m'intéresse pas. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir les mains dans la matière aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses à développer, c'est juste que j'ai jamais eu envie d'emmener ça vers là pour l'instant. Après, le travail sur la vidéo et sur le geste lui-même, finalement, par certaines vidéos montrées que j'ai faites pour mon œil, il y a ce travail d'enregistrer et d'archiver ces gestes-là et de montrer par la vidéo le potentiel de ces outils avec une succession de vidéos qui montrent à chaque fois, si c'est de l'architecture, si c'est du cylindre difformé, si c'est du tube, si on reprend des briques, qu'est-ce que ça donne, etc. Mais si la question est sur
sur travailler numériquement à partir de ces outils, oui, enfin, il y a ça quelque part, mais je me suis jamais attelé à ça. D'accord. Et après cette résidence, c'est quoi la suite du programme? La suite du programme, bah, il y a pas mal de choses en cours, et notamment 3 expositions qui sont prévues pour 2022. Voilà, et aussi, ce que j'avais pas dit, mais deux des lampes du diplôme ont été sélectionnées par le Mobilier National pour être produites, sauf que leurs ateliers sont un peu surchargés, donc il y a aussi la question d'aller plus loin en fait dans ces objets-là qui étaient au stade de prototype pour pourquoi pas envisager une édition en tout cas. Mais c'est des objets qui sont assez complexes par leur articulation, par tout ça, donc c'est aussi bien d'être entouré par une structure comme eux. Puis voilà, d'autres choses. Merci beaucoup. De rien. Ma question est un peu similaire dans un sens. Parce que du coup, vous modifiez vos outils. C'est d'une manière très artisanale, très matérielle. Et par exemple, sur Photoshop, on peut créer des pinceaux, créer des brushes. Oui, voilà, des brushes. Et c'est une démarche, créer des brushes qui est très, on peut voir une grande analogie avec votre travail. Et du coup, est-ce que vous évitez l'outil numérique? Pourquoi? Je ne crois pas que j'évite l'outil numérique, mais c'est plutôt une source d'inspiration. D'ailleurs, les logiciels de modélisation 3D sont une source d'inspiration pour certains outils à dessin. Les dessins, la plupart des dessins que j'ai montrés, je les appelle dessins extrudés. Et la fonction extrusion, c'est une fonction qu'on a sur tous les logiciels de modélisation 3D. Enfin, c'est d'abord un process industriel, mais c'est aussi une fonction qu'on peut avoir pour justement partir d'un plan et dessiner un volume. Donc, que ce soit sur Rhino ou sur SolidWorks, par exemple, ces logiciels-là. Je vais juste montrer quelque chose qui permet d'expliquer ce dont je suis en train de parler. Par exemple, ici, il y a à la fois ces dessins extrudés, mais il y avait aussi ce que j'ai appelé les dessins balayés, qui sont en gros des plaques que je vais déformer au fur et à mesure du geste. Et ça, pour moi, ça renvoyait aux fonctions de balayage entre deux courbes aussi qu'on peut trouver dans certains logiciels de modélisation 3D. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis cette image juste à côté, qui est plus une sorte de référence. C'est comme s'il y avait un après-coup. La plupart des fonctions qui sont présentes sur ces logiciels de modélisation 3D, elles viennent de processus matériels. Et moi, repartant de ces logiciels-là, je les ramène vers des choses plus matérielles. Donc c'est un peu une sorte de ricochet après-coup. Donc j'essaye plutôt de réextraire des choses du monde numérique pour les remettre dans de l'analogique que l'inverse, aujourd'hui, je pense. Mais je ne sais pas si ça répond. Oui, c'est... Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de ta pratique? Non, pas complètement. C'est de mieux en mieux, mais ça reste quelque chose de difficile, on ne va pas se le cacher. Et j'ai la chance, par le parcours que j'ai expliqué très brièvement en début de présentation, aussi avoir l'agrégation et donc de pouvoir enseigner. Et l'enseignement me donne aussi la possibilité du coup d'avoir plus que du temps en tout cas, une rémunération autre qui fait que voilà, je peux continuer ma pratique. Ok, merci. Mais j'ouvre une parenthèse là-dessus, parce que je pense que c'est important. J'ai aussi, je fais très peu de concessions sur ce que je veux faire. Et donc je préfère avoir d'autres sources de revenus et choisir vraiment les projets que je fais que partir dans un mode agence où je commencerai à prendre un certain nombre de projets et où je perdrai la main aussi, ou peut-être ça m'intéresserait moins. Donc il y a un peu, peut-être une forme de radicalité qui est pas forcément souhaitable là-dedans. En tout cas, il y a ce truc qui est que voilà, j'ai pas ouvert ma pratique à d'autres champs qui pourraient peut-être dégager d'autres rémunérations. Mais bon, mon œil, par exemple, c'est un projet. Voilà, il y a des expositions, des ateliers avec Photokino, un certain nombre de choses quand même qui apportent ces revenus-là.
Alors, oui, bonjour du coup. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais j'aimerais savoir pourquoi ces couleurs-là en fait en particulier, surtout le vert, bleu, rouge, j'ai l'impression que vous l'utilisez beaucoup et je ne sais pas si c'est un choix particulier ou pas en fait. Oui. Le rapport à la couleur, je pense qu'il est... il reste très subjectif. Après, il n'est pas anodin puisque je travaille sur mes propres couleurs et maintenant j'ai mes formulations que je reprends de manière régulière, c'est-à-dire que je choisis plus trop les couleurs au hasard. Je sais pas trop pourquoi, sinon que ces bleus foncés, ces verts foncés là, il y a une forme de... On m'a déjà posé la question et j'avais répondu ça, mais qu'il y a une sorte de profondeur par la couleur. Il y a une sorte... D'ailleurs, toutes mes encres, elles sont coupées à l'encre de Chine. Je les utilise jamais pures. Il y a souvent l'encre de Chine, ce qui permet aussi d'avoir plus de détails dans les saccades du geste et d'avoir cette encre de Chine qui se stocke aussi à certains moments. Et du coup, je pense que ces couleurs-là, elles sont choisies aussi par la profondeur qu'elles peuvent avoir. Ce vert foncé, ce bleu foncé-là. Mais bon, ça reste très subjectif. Ok, merci. Merci encore.